Salut les copines, on se retrouve pour un nouveau mes périples littéraires. Donc ça fait un bon moment que je n'avais pas fait de vidéo. La faute en est à des épisodes, on va dire, un peu spéciaux de la vie. Et aussi quand j'étais décidée à en faire au mois d'août, mon appareil photo que j'aime beaucoup a décidé de me lâcher. Donc là, maintenant que tout ça c'est terminé, j'ai décidé de revenir un peu plus... de façon un peu plus régulière, comme je l'ai dit sur la blogo. Et donc là, comme j'ai un peu le temps, j'ai décidé de refaire un épisode de mes périples littéraires, donc toujours avec passant mes lectures de 1 à 2 semaines d'écart à chaque fois. Donc j'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances. À la date du 1er octobre, j'espère surtout que vous avez passé une bonne reprise pour celles qui sont dans le monde du travail, et je sais que certaines y sont. Et qui ont je vais y arriver, et donc la reprise, et qui ont leur congé en septembre. J'espère que ça s'est bien passé, surtout que partout on a eu un peu de soleil et c'était bien sympathique. Et donc pour éviter de vous saouler en parole, même si je suis très contente de vous retrouver sur ma page YouTube, je vais tout de suite passer à mes lectures de cette dernière semaine, avec en premier lieu, d'ailleurs c'est lequel en premier? Celui-ci, La promesse du sang, le premier tome des Poudres Mages de Brian McKellan. Donc c'est un livre que j'avais voulu acheter à la base, et n'ayant pas le fonds monétaire suffisant pour l'acquérir, j'ai eu le plaisir de le redécouvrir à la rentrée à la bibliothèque de Villeneuve d'Ascq, que j'affectionne tant, comme vous le savez maintenant. Donc de quoi ça parle? Bon, on va dire que c'est un nouveau style de fantasy. D'ailleurs les éditeurs avaient bien mis ce point-là en avant. C'est de la fantasy qui va se passer, on va dire, au 19e siècle. Donc vous rajoutez tout ce qui peut être dragon, magie et tout ça, à de la poudre à canon, tout simplement, des armes. On voit bien assez voilà un peu l'idée sur la première de couverture. Donc c'est un livre dont j'attendais beaucoup de choses. J'avais lu des bons retours sur le site elbaquin.net. Donc j'étais assez pressée de m'y mettre. Et j'en ressors, ma foi, assez désappointée, dirais-je. J'ai pas vraiment réussi à rentrer dans le monde. Donc il faut savoir que Brian McKellan, dans son introduction, si je dis pas de bêtises, dans son avant-propos, voilà. Donc il dit que c'est un auteur qui s'inspire beaucoup de la France du 18e et 19e siècle. Que ses livres préférés sont les livres de Victor Hugo, ce genre de choses. Et qu'il adore la période assez trouble de la Révolution française, et puis après la Commune, ce genre de choses. Et en fait c'est assez troublant parce que nous, Français, donc qui connaissons bien ces épisodes d'histoire pour nous les avoir rabâchés en cours encore et encore, je remercie l'Éducation nationale, on retrouve en fait ces passages favoris de l'auteur de l'histoire française dans son livre. Donc c'est assez bien fait, je dirais. Il a vraiment réussi à intégrer ces épisodes sans pour autant que ça fasse étrange dans l'intrigue. Donc on suit, on va dire, vraiment 3 personnages principaux, dont le principal est Tamas, et aussi une espèce de détective. D'ailleurs les parties avec les détectives, c'était mes parties favorites. Et donc voilà, ils vont fomenter un coup d'état contre le roi en place. Roi assez tyrannique avec son peuple, qui laisse son peuple mourir de faim. Voilà, qui préfère que sa femme porte des belles robes plutôt que de faire des choses bonnes pour son peuple. Donc le maréchal Tamas, avec l'aide de certains de ses soldats en garnison, va fomenter ce coup d'état. Et en fait dedans on suit principalement la mise en place du nouvel état démocratique, on va dire. Donc avec d'un côté les royalistes forcément, qui vont essayer de défaire ce qu'essaye de faire le maréchal Tamas, et de l'autre côté le maréchal Tamas et ses hommes, donc qui sont pourvus de pouvoir plus ou moins conséquents, et donc ils vont se battre. Et en dehors de ça, il y a vraiment toute une comment dire, j'arrive plus à savoir le nom, alors est-ce que je vais le voir?
des prophéties, voilà. Il y a des prophéties au même moment qui prennent le pas sur ce qui se raconte. Et donc le fils du maréchal Tamas va être dans l'obligation, on va dire, par son père d'essayer de suivre ses pistes, ainsi que le détective. Et voilà, on va suivre vraiment toute une sorte d'histoire comme ça. J'ai pas vraiment accroché. Je pense que c'est vraiment, on va dire, l'épisode historique, la partie historique qui m'a gênée, cet ancrage dans le 18e, 19e siècle. Déjà, ce sont pas trop mes époques, surtout du côté français. Et je pense que j'ai eu des petits soucis avec la façon dont les personnages sont présentés, les pouvoirs. Faudra retenir que c'est un livre vraiment intéressant. Voilà, donc je sais pas vraiment, je sais pas si c'est bien mis. Je sais pas vraiment si je lirai la suite. L'histoire m'a pas plus beauté que ça. J'ai pas ressenti à la fin le fait de me dire oh mon dieu, mais qu'est-ce qui va se passer. Maintenant, je pense que c'est vraiment, comme je disais, un goût personnel par rapport à l'époque à laquelle ça se passe. Ensuite, j'ai lu Prairie, le monde des Things de Jean-Luc Marcastel. Dire que j'ai lu est un grand mot car je me suis arrêtée à peu près à la moitié. Donc c'est un livre que j'ai abandonné. Donc c'est une chose que je fais de plus en plus souvent. Autant avant je me forçais à aller jusqu'au bout des livres, mais je me dis que j'ai tellement de choses à lire et tellement de choses à faire que finalement si vraiment là j'arrive pas à rentrer dans le livre, je me freine. Là alors assez étrangement l'histoire me botte à mort. J'adore cette idée de monde à la fois fantastique et tellement scientifique, puisqu'en fait on suit l'histoire de Vincent, donc un soldat de l'armée qui vivait dans un petit village étant petit et qui du jour au lendemain a vu ses parents disparaître complètement de la carte avec tout son village. Donc à ce moment-là il était chez une amie, il était petit, il dormait pour les vacances chez une amie sur Paris. Et donc il a su, son oncle est venu le récupérer donc chez cette amie pour lui dire que ses parents avaient disparu et donc étaient considérés comme morts. 20 ans ont passé je crois, et c'est ça. 20 ans ont passé et donc Vincent est devenu grand, donc maintenant c'est un homme qui a suivi les traces de son oncle et qui travaille pour l'armée. Et donc l'armée a fait des découvertes assez impressionnantes et ont découvert sur quoi travaillaient les deux parents de Vincent qui faisaient partie en fait d'une unité scientifique de l'État et qui travaillait sur un procédé de rapetissement si vous voulez. Et donc après un premier essai qui a très mal tourné, tout le village a complètement été rétréci et donc les gens de ce village ont dû apprendre à vivre avec de nouveaux dangers. Donc vous imaginez que les plus gros monstres sont désormais des insectes, tout paraît géant et donc on suit au début un chapitre sur deux Vincent et que je me rappelle le prénom, un des membres des Things, un jeune homme qui vient juste de passer Loïs, voilà, donc qui vient juste de passer son, on va dire, une cérémonie d'acceptation si on veut pour pouvoir choisir sa femme. Donc c'est pas du tout, je sais que dit comme ça fait un peu penser à Arthur et le monde des Minimoys, mais c'est pas du tout destiné à des enfants. D'ailleurs c'est pour ça que c'est apparu chez Scrineo et non pas chez Scrineo Jeunesse. C'est super bien écrit, un peu trop bien pour moi. Il y a des choses qui me gênent dans la façon qu'a d'écrire Jean-Luc Marcastel. Donc c'est pour ça que j'ai pas réussi à continuer. Je trouve qu'il y a la façon dont est entrecoupé le récit entre les dialogues et le texte, la narration, m'ont gêné. Par moments, c'est un peu trop de redites et je trouve que la façon dont c'est écrit, je sais pas. J'ai un peu l'impression, après c'est un style que je comprends, envelopper des choses simples par des mots un peu compliqués ou un peu trop poétiques pour l'intrigue qu'a voulu nous donner Jean-Luc Marcastel. Maintenant, je pense que je vous incite à le lire vraiment, parce que c'est une très très bonne histoire. Franchement, c'est innovant, c'est bien écrit, même si moi ça me va pas. Et en plus, on a pas mal de frissons. Et en plus de ça,
sociologiquement, ça fait un peu même étude ethnographique si on veut. Donc il y a un réel intérêt à lire ce livre. Et moi qui en ai lu la moitié, je suis très très contente d'avoir lu cette moitié de livre, même si malheureusement j'ai pas été jusqu'à la fin. Ensuite, j'ai lu un livre qui promettait beaucoup de choses, que j'ai aimé. C'est un petit coup de cœur, mais qui me laisse sur ma faim. Donc c'est Sweet 16 de Annie Zurtier, donc que j'ai acheté aux éditions France Loisirs, même si elles existent, si je dis pas de bêtises, aux éditions Nathan. Donc déjà j'ai été très attirée par la première de couverture. Donc faut savoir que moi tout ce qui est ségrégation ça m'intéresse beaucoup, surtout ségrégation des Noirs aux États-Unis. Donc quand j'ai découvert ce bouquin dans le catalogue de France Loisirs, c'était sûr qu'il me le fallait vraiment que je lise ça. En sachant que c'est pas du tout un livre pour adultes, hein, on trouve ça vraiment au niveau de la jeunesse. Et donc je suis désolée, je suis un peu prise de la gorge, alors j'ai un peu la voix qui tremble. Donc là ça raconte l'histoire de deux jeunes filles, donc Molly et Grace. Donc une petite fille noire et une petite fille blanche, enfin petite fille, des adolescents plutôt parce qu'elles ont toutes les deux 16 ans. Et donc un chapitre sur deux on suit Grace ou Molly, encore une fois c'est un récit à deux voix. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? On est dans les années 1957, voilà. Et donc il y a des lois qui sont en train de passer anti-ségrégationnistes si on veut. Même si attention c'est le tout début. Et ce qui se passe c'est que cette année-là dans l'Arkansas, il y a on va dire une association de lutte contre la ségrégation des Noirs tenue par une dame que l'on suit dedans qui est un vrai personnage. Qui a réussi à faire passer une loi qui obligerait un lycée de blancs donc à accepter des élèves noirs dans ce lycée. Donc on se retrouve à la rentrée 1957 avec le personnage de Molly et d'autres, donc d'autres enfants noirs qui vivent dans les quartiers normaux, hein, ils sont pas vraiment mis à part mais bon un peu. Et donc on va suivre toute l'affaire. Donc du moment où Molly étant petite, tout innocemment lève la main pour dire que si jamais ce plan viendra à se faire, elle serait d'accord pour y participer. Plusieurs années passent et là, 1957, et là voilà, donc elle peut rentrer dans ce lycée pour blancs. Mais la tâche ne va pas du tout être aisée. Puisque il va y avoir le Ku Klux Klan qui va être mêlé, je sais plus exactement le nom, l'association des mères blanches. Alors je pense que c'est les personnages que j'ai les plus détestés là-dedans. Et quand on se dit que ce sont des choses, enfin bref, qui sont vraiment arrivées, on est vraiment sur le cul de voir les discours qu'il y a pu avoir. Donc faut savoir que c'est tiré, ce roman est tiré d'une vraie histoire. Normalement on l'a. Le nom de l'histoire de la petite fille. Donc voilà, en fait c'est l'histoire romancée de Melba Pattillo, donc qui a voulu rentrer justement dans ce lycée de Little Rock. Et donc Annie Zurtier a décidé de romancer en fait ce livre qu'elle a écrit, Warriors Don't Cry, dans lequel elle raconte en 1994, Melba Pattillo, toute la difficulté qu'elle a eue pour réussir à rentrer dans le lycée. Alors ce qui m'a vraiment gênée avec ce livre finalement, c'est que je reste vraiment sur ma faim. Je trouve que, bon vous voyez déjà c'est pas très grand, ça fait 200 pages, c'est écrit assez gros. Et je trouve que on reste trop en surface de cette histoire. Je pense que même pour des enfants, c'est pas assez bien exploité. Je veux dire par exemple, ce livre-là, c'est à peu près pour les enfants du même âge, donc on va dire 12-14 ans. Donc voilà, vous voyez un peu. Donc là c'est les hauts compteurs. Et là c'est ce que nous propose Annie Zurtier. Donc c'est écrit en très gros. Bon, l'essentiel est là. On a l'essentiel de l'histoire, vraiment le fil conducteur de l'histoire où le Ku Klux Klan va venir se mêler et manifester devant les portes de l'école pour pas qu'ils rentrent. On a même un passage assez sordide où c'est carrément des membres des soldats américains du mauvais camp en fait, des forces de l'ordre surtout, qui vont venir empêcher ces jeunes de rentrer, où une jeune fille n'a pas été prévenue en fait qu'il fallait pas y aller par elle-même dans ce lycée,
et donc elle se retrouve caillassée par les mères, voilà, l'association des mères blanches. Et par-dessus le marché, elle a tous les canons des fusils qui sont braqués sur sa tête. Donc elle va réussir à fuir. Ou encore des discours de jeunes qui prévoient de pendre ou de faire ces choses pour ne pas avoir les noirs dans leur lycée. Donc historiquement c'est très très intéressant. Je pense que c'est une bonne mise en bouche, voilà, un livre qui est une bonne mise en bouche, mais qui pour moi n'a pas été assez approfondi, et j'ai trouvé ça plutôt dommage. Surtout j'aurais voulu vraiment aller un peu plus loin dans cette histoire, ce qui m'a même donné envie d'ailleurs d'essayer d'acquérir le livre de Melba Pattillo pour en savoir un peu plus, puisqu'il est largement plus épais et destiné à des adultes, donc je pense que il doit y avoir des détails un peu plus crus qu'on n'aura pas dans celui-ci. Voilà, ça c'est pour ce que j'ai lu. Pour ce que je suis en train de lire, donc je suis en train de lire beaucoup de choses en même temps, mais je vais rester sur les romans, hein. Je ne vais pas commencer à vous saouler par mes lectures de documentaires pour les cours. Donc je lis deux choses en même temps. Donc je lis à la fois Tram de Iain M. Banks et King of the Realm, Les Moissons de la Guerre, alors là je sais pas le dire, à mon avis ça doit être irlandais, Wagen McGann. Donc ça c'est pour les cours. J'ai pas avancé des masses, j'en suis à 140 pages. Donc c'est un roman d'anticipation qu'on doit lire pour en gros parler du rapport entre la machine et l'homme. Donc on avait une liste de 20 livres, c'est celui qui m'a tiré le plus, parce que dedans en fait on a un peu, on va dire, une épopée fantasy, puisque bien qu'on soit sur des planètes lointaines où on vit avec des formes aliens, on se retrouve dans cette histoire à être sur une planète qui s'appelle Sursamen, donc une planète qui est faite sur plusieurs niveaux, et au niveau 8 et 9 vivent deux familles qui se battent un peu à la Shakespeare, un peu comme les Montaigu et les Capulet, et qui vivent de façon moyenâgeuse, donc à contrario de la culture, donc le cycle de la culture, qui est une société anarchiste qui vit avec son temps. Donc que va-t-il se passer rapidement, puisqu'il ne me reste pas beaucoup de bandes vidéo. Donc ce qui va se passer, c'est que le roi va être tué par les membres ennemis lors d'une attaque surprise. Finalement on va apprendre que cette attaque surprise assez rapidement a été menée par le bras droit du roi, et donc maintenant c'est lui qui a la régence et qui compte tuer tous les héritiers du roi pour pouvoir rester à la tête du royaume. Sur ce, on a la jeune fille du roi qui est partie travailler pour les circonstances spéciales, on va dire la police de la culture, qui va finir par l'apprendre par son chef, on va dire, pour simplifier, on peut commencer à utiliser les termes. Et donc en apprenant ça, en plus son frère Ferbin, qui est censé être mort, va venir lui demander de l'aide pour le replacer sur le trône. Surtout que le dernier prince encore en vie, qui n'est pas en l'âge de régner, Oramen, va finir par être tué, si on en croit Tilloseps, donc celui qui a pris le trône. Et donc voilà, là j'en suis vraiment au tout début, au moment où Anaplian apprend que son père est mort. Je n'ai plus de pellicule, je vais reprendre un peu de pellicule. Plus beaucoup de place, je suis obligée de reprendre un peu là où je m'étais arrêtée, donc comme je sais plus très bien, je vais le reprendre rapidement. Vous verrez aussi que la qualité d'image est descendue d'un cran, parce que j'ai dû baisser la qualité pour pouvoir terminer cette vidéo. Alors j'en étais à Tram, donc je sais plus trop où je m'étais arrêtée. Donc en gros, vous retenez, livre SF d'anticipation, où Iain M. Banks a réussi à faire le savant mélange entre le futur et le passé. Comme je disais, là j'en suis vraiment au tout début, 140 pages, donc j'ai pas avancé des masses dans l'intrigue principale. En fait, là il nous place vraiment sur Samen, donc qui est à Montgigogne, tout ça. Donc il nous explique vraiment où est-ce qu'on se situe, qui sont les personnages, les différentes espèces. Parfois c'est un peu compliqué. J'avoue, surtout que j'essaie de me concentrer 2 fois plus dessus, sachant que j'ai un dossier à rendre sur ce bouquin. Mais par contre, c'est vrai que je pense que j'ai bien choisi, parce que le rapport entre l'humain et la machine dedans, ou les technologies plutôt, est vraiment bien exploité. Donc je peux pas trop donner mon avis encore, mais pour l'instant j'aime bien, même si c'est vrai que par moments, c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus facile à lire. Ensuite, je suis en train de lire aussi, donc je vous disais, Kings of Realm.
Donc là j'ai bien avancé, je pense même que je l'aurai fini aujourd'hui. Donc c'est tiré du jeu vidéo en ligne pour ceux qui connaissent. Moi je connais pas du tout, de nom, mais j'ai jamais joué. Donc pour ce qui est de la comparaison avec le jeu vidéo, je ne saurais vous dire. Maintenant je sais que c'est un jeu qui a beaucoup de succès, donc je pense que les fans vont se jeter dessus. Moi je suis un peu perplexe. Autant les premières pages présageaient pour moi vraiment un bon livre, parce qu'on est dans le désert de Kemet, il me semble. Ou je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Dans le désert de Kemet, où les deux frères Warnock vont aller donc libérer une espèce de démon, une déesse plutôt, sanguinaire, qui avale les âmes des gens. Et donc le frère de Valen, Gideon, qui est lui sûr de trouver derrière cette porte la fontaine de jouvence, va plutôt lancer la fontaine de malchance. Et donc Valen va se retrouver être le seul survivant de cette expédition et va vouloir aller sauver sa femme, Kaidi. Puis vite fuir pour aller prévenir les grandes cités à se préparer pour la guerre, parce qu'il se doute bien qu'il va arriver des choses pas très nettes, comme cette armée de non-vivants est sur les routes. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque armée que croisent donc ces non-vivants, ces dévoreurs comme ils les appellent, quand ils tuent un ennemi, l'ennemi se reconvertit automatiquement à leur foi à eux. Ce qui fait que plus ils se battent, plus ils sont en nombre. Et du coup ça devient vite compliqué, parce qu'on ne sait pas vraiment comment vaincre ses ennemis, puisque de toute façon on finit tout le temps par, même si on en tue 5 et que d'un autre côté il y en a 5 aussi qui sont tués, ces 5 là vont venir remplacer les 5 autres qui ont été tués juste avant. Donc c'est assez compliqué pour eux de savoir. Donc on suit plusieurs personnages, comme souvent en fantasy. Donc Valen et sa femme Kaidi, Lady Selisa, qui est une espèce de salamandre, si vous voulez, qui est donc la plus ancienne espèce avant les célestes. Les célestes qui sont, vous vous doutez bien, les elfes. Donc on suit un elfe Tolka, un elfe donc qui est comme tous les elfes dans la fantasy, souvent imbu de 5 personnes et solitaire. Et aussi une jeune naine, soldat, squale, que l'on voit de plus en plus souvent plus on avance dans le livre. Donc ce ne sera certainement pas un coup de cœur, ça j'en suis sûre. Pour moi le récit est beaucoup trop long à se mettre en place en fait. Et c'est souvent ce que je redoute le plus en fantasy justement. C'est les premiers tomes un peu trop dans l'explication. Et donc là on se retrouve à faire, en gros on fait la découverte des différents territoires à l'aide de ces 5 personnages. On fait un peu d'histoire, puisqu'on apprend l'histoire donc de la déesse et de ses dévoreurs, comment elle a fini à être enfermée dans le temple du début du bouquin, ce genre de choses. Et on comprend bien quel est l'artefact qui va pouvoir réussir à tuer cette déesse, même si on ne sait pas s'en servir. Donc les personnages que l'on suit, chacun de son côté au début du livre, finissent, vous en doutez bien, par se rejoindre. Et donc là on a en tout on a 2 groupes qui se sont formés. Assez étrangement, le nain et la naine et le céleste donc finissent ensemble. Les 2 humains, l'espèce de nain, le nain mélangé avec l'elfe, un autre personnage encore, se retrouvent avec les 2 humains qui vont rencontrer la salamandre. Donc Lady Selisa, qui est d'ailleurs mon personnage préféré dans le bouquin. Donc pour l'instant, voilà, hein, je vous cache pas que je suis pressée de le finir, d'autant plus que j'ai pas mal de lectures après qui m'attendent et que j'ai vraiment envie de me plonger dedans. Je pense que je lirai la suite parce que je suis de nature curieuse et que de toute façon l'histoire m'a l'air pas mal. Mais l'intrigue me semble un peu trop manichéenne pour le coup, puisque les méchants sont méchants et veulent se repaître des âmes des gens. D'ailleurs ils ont des noms, celui qui grave dans la peau, celui qui se nourrit des héros. C'est vraiment, je vais essayer d'en trouver quelques-uns. Alors celle qui crache le venin, c'est tout collé, c'est avec c'est un seul nom, hein. Celui qui boit le sang des abattoirs, ça donne envie.
celle qui est la bien-aimée des vautours, celui qui sculpte dans la peau et celui qui se repaît des héros. Donc voilà, donc c'est un peu spécial. Par contre, j'aime assez cette idée qu'a eu l'auteur, et donc l'auteur du jeu, hein, forcément, de faire que ces dévoreurs de Kemet, donc du désert, ressemblent beaucoup aux Égyptiens de l'Antiquité, donc le crâne rasé avec une perruque avec des perles, voilà, et plein de tatouages au nez. Sympathique, mais pour l'instant, sans plus. Alors ensuite, je compte lire plusieurs choses, sachant que la semaine prochaine, c'est les Aliénales, et que donc mon envie de lecture risque de changer d'ici là. Par quoi je vais commencer? Bah, celui que je vais commencer tout de suite après avoir fini celui-là. Bah non, je vais laisser comme ça. Donc le tout nouveau bébé de Brajlon, The Storm Dancer, la guerre du lotus de Jay Christophe. Autant c'est assez étrange, en ce moment je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est oriental japonais, parce que j'ai aussi emprunté celui-là, d'ailleurs c'est un gros, je sais pas si je vais le lire ou si je vais le ramener et le remplacer une autre fois, donc c'est aussi dans ce genre de style. Donc celui-là il me fait très envie. D'ailleurs Brajlon en avait fait de la pub. Et souvent c'est grâce à ces petits fanzines, je sais pas si vous les connaissez. Les fanzines Neverland, auxquelles vous pouvez vous abonner sur sur le site de Brajlon. D'ailleurs elles sont très bien faites. Bon, forcément ça met en avant ce que fait Brajlon, hein, c'est un peu normal avec Castlemore et Milady. Et donc dedans c'est sympa parce qu'on avait tout un, si j'arrive à le trouver, tout un dossier, un petit dossier, voilà, en 3 pages, qui présentait l'auteur, les clans, l'histoire du bouquin, voilà. Et donc c'est vrai que moi j'aime beaucoup, et aussi un flashcode qui vous permettait de lire les premières lignes du bouquin. Et donc ces premières lignes m'avaient convaincue, et donc j'ai acquéri à défaut de pouvoir prendre le livre pour une raison de pesos, j'ai acquéri la version e-pub, et je compte m'y atteler juste après avoir fini celui-ci. Puisque de toute façon, Tram, je pense que je vais mettre un moment à le lire, et avec ma prise de notes et tout ça. Donc, il y en a encore pour un moment avec Tram. Donc voilà, celui-ci. Ensuite, ben là, je suis désolée, je vais faire un peu ce que je déteste faire. Donc j'ai fait mon acheteuse, par impulsivité commerciale, le mouton de service, comme beaucoup de blogueuses. Donc j'ai acheté Outlander, le premier tome, le chardon et le tartan. Aussi étonnamment que cela puisse paraître, je n'ai pas regardé la série. J'en ai vu des morceaux avec Aurélie, qui est fan de la série, qui avait déjà lu les bouquins avant, et qui donc forcément a regardé et m'a donné envie de découvrir ces personnages. Mais moi je préfère toujours avoir lu le récit original avant de voir l'adaptation, ce qui tombe plutôt bien vu que de toute façon la série reprend pas avant avril. Ensuite j'ai pas réussi vraiment à me décider sur ce que j'allais lire, parce qu'il y en a vraiment plusieurs que je voulais lire. Et c'est l'Empire de poussière de Nicolas Bouchard. Donc en fait tout bêtement, le tome 3 qui est sorti il y a peu de temps était dans les nouveautés à la bibliothèque de Villeneuve d'Ascq, et j'ai lu le début de la 3e de couverture en me rendant compte que là c'était écrit gna 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 livre 3. Du coup je me suis dit bah autant commencer par le livre 1, même si le livre 3 m'avait l'air pas mal. Et finalement j'aime assez bien cette histoire de dieu nordique. Et voilà pour l'instant, même si j'ai encore pas mal de choses à lire, j'espère bien pouvoir lire tout ce que je veux avec tout le travail que j'ai à faire. Donc voilà, je vais lancer un concours sur la page, donc restez aware, comme dirait notre cher ami belge. Je vous fais plein de poutou poutou, je vous dis à très bientôt sur le blog et pour une prochaine vidéo, et gros bisous bisous.